Vous êtes prêts? Oui. Armand, est-ce que tu te souviens du titre de l'œuvre qu'on est en train de lire? L'homme qui plantait des arbres. Très bien. Et l'auteur, Louis? Jean Giono. Ok. Armand, qu'est-ce qui se passe au début de cette histoire? C'est un homme qui se balade et qui ne trouve pas d'eau. Il trouve pas d'eau. Mais il trouve qui, Louis? Un berger Il vit où, ce berger, Louis? dans une petite maison Avec quoi, Armand? avec son troupeau et son chien. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait, cet homme, Louis? Il plante des chênes. Il plante des chênes. À un endroit où il n'y a quoi, Armand? Pas d'eau. Il n'y a rien, pas d'eau. Exactement, il plante des arbres. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? Il va où, la personne À la qui raconte? guerre. À la guerre, pendant 5 ans. Et quand la guerre est finie, qu'est-ce qu'il va faire, Armand? Il va retrouver l'homme qui plantait des arbres. Il va retrouver le berger. Est-ce que vous vous souvenez du nom du berger? Ben non, parce qu'on ne le sait pas encore. Alors, le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Mais il n'était pas mort, il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres, car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans, et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole, et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres dans sa grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée, et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux, qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où moi, je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas, il poursuivait obstinément sa tâche très simple. Mais, en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Et oui, certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur des emplacements d'anciens villages gallo-romains, dont il restait encore des traces, et dans lesquels les archéologues avaient fouillé, et ils avaient trouvé des hameçons, à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparaissait, les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs, qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers, avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et dans les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais restée plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter, et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires.
On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant 1 an planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il exerçait dans une solitude totale, si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler, ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. Pardon. À cette époque, il avait planté des hêtres à 12 km de sa maison. Pour s'éviter le trajet aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de se construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on y vienne charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail à 20 km de l'endroit où avait eu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en 3 et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraîtrait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'1 heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde, il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection et les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chênes de 1910. Mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39, comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Verdun. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse aux pièges et peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir, il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé.
L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs, c'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, le verre portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre, dont nous sortions à peine, n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes, propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À partir de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines, où la terre sauvageère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar-Bouffier. Jean Genot, écoutez bien les enfants, Jean Genot conclut ce livre ainsi, et c'est un peu la morale de l'histoire. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar-Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Paris. Fin. C'est bon.